Est-ce qu'une bonne app, je vais pas trop prendre de temps parce que là on a une demi-heure. J'espère que vous avez pas trop chaud. Bon, voilà. Juste si vous voulez l'applaudir pour donner un peu d'énergie. Là, c'est bon. Voilà. Yes. On va commencer. Alors du coup, merci d'être là. On a une demi-heure pour parler d'un petit sujet qui nous concerne a priori tous. C'est quoi une bonne app? Je pense qu'on s'est tous déjà posé la question. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Michel-André Chiritara. En général, on m'appelle Mac, et vous allez voir pourquoi, parce que j'ai fait 25 ans de tech, 10 ans dans le web et à peu près 15 ans dans iOS. Facile à retenir du coup. C'est une question qu'on se pose normalement souvent. A priori, on est tous des professionnels du mobile ici. Et en tout cas, qu'on devrait se poser. C'est une question qui est très difficile et qui n'a pas vraiment de réponse. Vous n'attendez pas à repartir ici avec une réponse toute faite, ce ne sera pas le cas. Mais on va essayer d'avoir quand même quelques billes de réflexion. C'est un constat, avant tout. Je me suis fait il y a quelques temps. Je me suis demandé quelle était la dernière app qui m'avait émerveillé. Je ne sais pas si vous en avez eu récemment. L'effet waouh. Comment? Decathlon. Decathlon. Alors, au-delà de vos apps où vous travaillez, c'est vous qui les faites. Est-ce qu'il y a, il y a eu des moments d'émerveillement comme il y a pu avoir au premier temps de l'iPhone ou quand vous avez commencé un petit peu à l'utiliser? Moi, ça fait un petit moment, même si régulièrement je tombe sur des apps sympas, mais vraiment des apps qui m'ont vraiment impressionné, ça fait un petit moment. Et c'est peut-être normal d'ailleurs, je ne sais pas. En tout cas, c'est une question que je me suis posée. Et je vais vous poser une question à vous, qui êtes professionnel du domaine. Est-ce que vous avez installé une application récente qui n'est pas dans ce que vous faites, vous, ce mois-ci? Ok. Ce matin. Allez, je dirais la louche, un peu plus de la moitié. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, vous allez voir pourquoi, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 5 millions et quelques d'applications qui sont disponibles sur les stores. C'est un chiffre qui, évidemment, historiquement toujours augmenté. Et pourtant, on n'utilise que 30 applications en moyenne par mois. Et encore, le 30, il inclut la Gen Z. La Gen Z, les jeunes, forcément, ils installent plus d'applications, ils ont beaucoup plus d'appétence à la nouveauté, etc. Je crois que j'avais vu une autre stat, c'était pour les gens en Europe, ou en tout cas en Occident, autour de 40 ans, c'était une dizaine d'applications par mois. Donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que quand on a une nouvelle application à proposer à des clients, à des utilisateurs, il faut se faire une des places parmi ces 10 ou 20 ou 30 cas. Et quand on compte dedans la banque, le transport, le machin, il reste vraiment très peu de slots pour mériter une place sur le téléphone, en tout cas dans l'usage des utilisateurs. Donc il faut se poser la question de à quel point mon app doit être bien, doit être bonne, doit remplir certains critères pour arriver sur ces téléphones-là. Une nouvelle application installée par mois, c'est la moyenne. Et pour la première fois de l'histoire des smartphones, l'année dernière, on a eu une décroissance du nombre d'apps téléchargées aux US. Voilà. Donc, est-ce que c'est un épiphénomène ou est-ce que c'est plutôt un mouvement de fond? On va aller vers une décroissance des usages. On verra cette année, mais en tout cas, ça commence à infléchir. Et pourtant, la barre est déjà super haute pour avoir du succès sur les apps. Aujourd'hui, on a quand même une révolution avec l'IA, on n'arrête pas d'en parler tout le temps. On peut imaginer tout à l'heure, juste avant, il y avait le talk sur générer des apps avec de l'IA. Forcément, ça va aider, donc il y en aura peut-être plus, donc encore plus de concurrence. Quel est l'impact dans le produit, en fait, dans le design, dans la conception, dans le service qu'on vend? Je vous ai mis la petite courbe de croissance. Alors, il n'y avait pas encore... ça s'est arrêté en 2017. Bon, ça a monté beaucoup au début. Et puis là, on voit que ça en atteint un petit peu un point d'inflexion. Est-ce que ça ne va pas rechuter par la suite? C'est une question. Est-ce que ce n'est pas le concept d'app tel qu'on le connaît aujourd'hui qui a atteint un petit peu son apogée? Et est-ce qu'on n'arrive pas à l'événement d'un nouveau type d'interaction, un nouveau type d'application avec nos utilisateurs? Et donc, pour mener un petit peu cette réflexion, j'ai essayé de prendre un petit peu de la hauteur sur notre industrie, sur notre secteur. On a encore tous en tête l'image des start-upers dans les garages des années 70 en Californie, etc. Aujourd'hui, les start-up, c'est plutôt dans les garages, c'est plutôt à Station F. Avant, on était dans l'artisanat. Aujourd'hui, on est quand même de plus en plus dans une industrie avec des moyens et des bénéfices de plus en plus grands, donc du coup des enjeux plus grands aussi. Et si je fais un petit retour personnel, je vous disais tout à l'heure que ça fait 25 ans que je suis dans la tech. Mon premier produit, ça a été un site web. Alors, la qualité est dégueulasse, c'est un screenshot d'une VHS. Donc, c'est un site web que j'avais codé en 2000 et que j'avais sorti en 2001.
Et il se trouve que, donc là c'est la toute première version, et j'ai dû envoyer, alors je me souviens plus bien, mais j'ai dû envoyer peut-être 2 ou 3 mails à je sais plus qui, à des gens qui avaient des adresses mail, j'imagine. Et en fait ça a trop marché, enfin vraiment quasiment du jour au lendemain, j'ai eu un succès, c'est passé à la télé, c'est passé dans les médias, c'était vraiment trop facile. Et tout ça en étant adolescent, je sais plus, au collège ou au lycée. Donc je me suis dit, c'est vraiment le succès sur le net, ça va, c'est bon, c'est fait quoi. Un peu plus tard, en 2010, je crois, rebelote avec les applications mobiles. Donc là, je sors une application franchement basique. Hein, je n'ai pas passé beaucoup de temps sur iOS. Et là, pour le coup, zéro communication. Et j'arrive avec cette application-là, et était assez rapidement numéro 1 en divertissement en France, numéro 2 overall en France et dans plein d'autres pays du monde entier. Donc là, j'en étais même plus assez facile, j'en étais un... c'est bon. Soit je suis un génie, soit je suis un génie. C'était pas si simple que ça, au final, on se doute bien. Hein. J'ai du coup travaillé sur une V2. Je me suis dit, si la V1 bidon, elle marche très bien, la V2, mais c'est incroyable, ça va être le nouveau Apple. En fait, pas du tout. Même si je l'avais beaucoup plus travaillé, j'avais un design beaucoup plus léché, j'avais beaucoup plus de features, j'avais plein d'autres choses en plus. En fait, le succès était même pas du tout au même niveau, quoi. Il y avait eu beaucoup moins de succès. En fait, l'application s'est complètement cassée la gueule assez rapidement. Et donc là, j'étais complètement perdu. En fait, je ne sais pas du tout comment ça marche pour avoir du succès sur Internet. Et c'est à ce moment-là, j'ai commencé un petit peu à regarder autour et je suis tombé sur Le Bon Coin. On a beaucoup eu ce débat sur le design du Bon Coin, qui est comme assez minimaliste, pas particulièrement beau. Enfin, bon, ça dépend des goûts et des couleurs, mais je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'il n'est pas incroyable. Et pourtant, on connaît tous le succès de cette entreprise. Et là, je me suis rebelote, dit, c'est bon, cette fois j'ai compris, c'est pas une question d'esthétique en fait, quoi. On fait pas de l'art, on fait du commerce, on fait du business. Donc une bonne app, c'est pas une app qui est jolie. Il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte que juste le côté esthétique, et moi ça me fait kiffer, quoi. C'était à peu près mes 2 seules métriques à ce moment-là. Et donc, bon, ok, il y a d'autres critères, très bien. Comment on fait? Je pense que cette question-là, tout le monde se l'est posée. Et assez rapidement, on s'est orienté, je pense, quand je dis on, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'industrie tech, web, mobile, vers des références, vers des recettes. Comment on fait pour avoir du succès? Donc les gens qui ont réussi commençaient à sortir des bouquins, des articles, des machins. Donc ça donnait des guides, ça donnait des règles, ça donnait des best practices, ça donnait des process. En tout cas, ça a permis de créer des codes. Ces codes-là ont parfois aidé des entreprises à avoir du succès, parfois pas. En tout cas, ils ont structuré notre écosystème. Aujourd'hui, tout tourne autour de ces espèces de références, que ce soit dans le design, dans le code, dans le product, dans le marketing, dans la grosse, dans à peu près tout ce qu'on fait. Donc en regardant un petit peu, il y a des frameworks avec des noms comme ça, le Heart, le Honeycomb, Nielsen, voilà, là j'en ai mis quelques-uns, mais il y en a un petit paquet. Pour la grosse, celui qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Et dans ces frameworks-là, ce qu'on retrouve, c'est souvent un peu des critères redondants qui reviennent quasiment dans tous. Et c'est logique parce que c'est des critères qui sont autour de l'utilité. Est-ce que l'app est utile, quoi? En premier lieu, quand je fais quelque chose, il faut qu'il y ait une finalité à ça. Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'une fois qu'on indique qu'elle était utile, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce que la personne que je vise va pouvoir atteindre son objectif avec mon application? Est-ce qu'elle va être suffisamment performante, stable d'un point de vue technique pour que la personne puisse y arriver de manière récurrente et au moment où la personne en a besoin? Ensuite, on a commencé à regarder l'engagement. Est-ce que la personne va revenir, réutiliser mon application? Toutes ces choses-là. Tous ces critères-là, vous les connaissez, vous les avez vus dans toutes vos entreprises. Voilà, c'est vraiment les KPI de succès, comme on dit, les métriques qu'on suit régulièrement. Et donc, ça crée cette espèce d'écosystème. Alors, j'ai pris vraiment les plus importants, mais en fait, en vrai, il y en a plein. Et donc, selon les entreprises, c'est du B2B, B2C, etc. Certains critères vont être plus importants que d'autres. Donc, plus travailler, on va plus investir dans certains que d'autres. Mais aujourd'hui, on est pas mal dans cette optique-là. Et quand on avance un petit peu dans le temps, quelques années plus tard, quand on reprend une photo à l'instantané de l'écosystème d'aujourd'hui, en fait, bon, on peut se dire plein de choses, mais moi, je retiens quelques informations. Par exemple, là, donc ces 3 applications mobiles. A priori, ces 3 applications pour commander de la nourriture.
Est-ce que vous pouvez me dire laquelle est laquelle? Est-ce qu'on peut dire que ces 3 applications sont utilisables, voilà, elles ont l'air bien foutues, elles ont l'air de respecter les best practices? Sans faire d'analyse poussée, je dirais quand même, a priori, ils sont pas mal, quoi. Et pourtant, de loin, c'est exactement la même. Et j'en ai mis 3, mais en fait, voilà, en vrai, il y en a vraiment plein. Là, j'avais pris pour la bouffe. Ici, j'avais pris pour des wallets financiers. Et en fait, on peut continuer comme ça. C'est vrai aussi pour le marketing, le branding. Il y a une tendance à l'uniformisation qui a été pas mal notée ces dernières années sur pas mal de marques populaires dans la tech. Et je crois aussi, ça a été surtout remarqué dans la tech et dans un peu le luxe, le vêtement, les parfums. Ou ceux-là aussi, plus proche de nous. Autre phénomène, donc là on est encore sur des apps qui se ressemblent beaucoup. Alors c'est un domaine que je connais bien, le dating. Les apps se ressemblent. Alors il y a des raisons à ça, hein. Forcément, quand il y en a une qui marche, les autres vont essayer de copier les recettes, les best practices. Ces apps qui dégagent beaucoup d'argent, qui font énormément de bénéfices. C'est plus facile de copier, en tout cas de s'inspirer de l'existant et qui marche, que de recommencer de zéro et d'arriver avec une innovation de rupture. Donc il y a des raisons à ça. Malgré tout, le constat, il est qu'on est quand même sur une énorme uniformisation de ce qui se fait. Et tellement qu'aujourd'hui, parfois, dans certains contextes, on est quasiment... on nous exclut la possibilité de sortir du cadre qui est défini. On est vraiment sur une espèce de forcing de certaines règles de manière très dure, et c'est vrai pour le design, c'est vrai pour la grosse, c'est vrai pour le management, et c'est vrai aussi, d'ailleurs dans le management j'inclus l'agilité, c'est encore un autre sujet, c'est l'agilité qui est plutôt un concept, c'est pas des règles extrêmement précises, et certaines personnes, voilà, il y a pas mal de débats en tout cas dans ce sujet-là, et c'est un constat aussi que je rajoute dans ma petite besace. Ah, pardon, là je reviens en arrière. Et dernier petit point que j'ai envie de rajouter, c'est... alors, vous les connaissez, les 3 applications, Evernote, Spotify, Citymapper. Moi, c'est 3 apps que j'aime beaucoup, énormément. Et je pense qu'on est beaucoup ici à les aimer, en tout cas pour... alors, moins pour Evernote, j'imagine, qui ont quand même en perte de vitesse aujourd'hui. Mais Spotify et Citymapper... c'est clairement, alors Spotify, c'est carrément une référence au-delà même de la technique, notamment dans le management. Je pense qu'on est beaucoup à bosser dans des boîtes qui sont inspirées de leur technique de management. Citymapper est beaucoup utilisé, notamment un peu dans le design émotionnel comme référence. Vous savez, quand on scrolle leur page d'accueil, qu'il y a toutes ces espèces de petits personnages là qui font des choses, c'est des références. C'est pas n'importe quelle application que j'ai choisie ici, c'est vraiment des références. Ils ont des énormes succès aussi business. Et pourtant, elles ont des choses en commun, c'est que ces applications, depuis qu'elles ont, donc il y a quand même pour elles, il y a un petit moment, elles ont très peu évolué. Elles n'ont quasiment pas changé. J'ai pas retrouvé malheureusement, on n'a pas vraiment, enfin en tout cas j'ai pas trouvé de site équivalent à archive.org pour les versions, pour les apps. J'aurais bien aimé parce qu'en fait Spotify et Citymapper, si on prend la version d'il y a 5 ans, ou même plus, aujourd'hui, il y a vraiment très peu de changements, quoi. Et on sait que c'est quand même des boîtes qui ont des équipes tech énormes et pourraient changer tous les jours, quoi, si elles voulaient. Et elles le font pas. Et une raison, c'est que quand ça marche très bien, on n'a pas envie de tout casser, quoi. Quand on a une machine à cash, on n'a pas envie de la casser, c'est logique. On serait manager dans ces boîtes-là, probablement qu'on ne ferait pas différemment. En tout cas, on serait poussé à ne pas faire différemment. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette matrice, la matrice BCG. Moi, je l'avais vue pendant mes études et je l'ai toujours gardée en tête. Et ça me fait toujours penser à ça. La matrice dit qu'en fait, une entreprise passe par 4 phases. Toute entreprise passe par 4 phases. Donc, il y a la phase, la première, je commence par les vedettes, donc quand il y a une croissance, quand il y a un PMF, en gros, voilà, tout va bien, on investit, on développe le truc. Ensuite, il n'y a plus de croissance, mais ça marche bien encore. Il y a toujours de l'argent qui rentre, donc on va juste maximiser la rentabilité, investir moins pour que ça coûte moins, et donc du coup gagner le plus longtemps possible de l'argent jusqu'à ce qu'on ne gagne plus. Et ensuite, point mort ou dilemme, où l'entreprise est soit réinvestie et ça repart sur un cycle, soit l'entreprise disparaît. Et voilà, quand je vois des applications comme ça me fait penser à cet état de vache à lait où on essaie de maximiser le gain en minimisant l'investissement. Donc du coup, il y a peu de changements qui sont faits dans ce sens. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Moi, j'en sais rien, chacun va avoir son point de vue.
En tant que passionné d'app, on peut peut-être le regretter un petit peu. On aurait peut-être voulu que les petits génies, en tout cas ceux qui étaient bien inspirés, qui ont fait à l'origine Citymapper, continuent sur leur lancée et qui continuent de nous apporter régulièrement des belles features et qu'on soit émerveillé tous les 6 mois ou tous les je ne sais combien de temps par de nouvelles features. C'est un peu provoque quand même, mais on peut se poser la question. On est entre nous. On va se poser la question. Et je vais faire un truc qu'on ne fait jamais normalement dans ce genre de conférence. Je vais désigner des coupables. J'ai des noms. Alors, le premier coupable, il s'appelle Design System. Alors, je sais que ça va heurter pas mal de devs qui sont ici, parce que pendant tellement d'années, on était tellement à pousser nous-mêmes, développeurs, les design systems dans l'entreprise. Et à raison, il y avait des bonnes raisons, parce qu'on a peut-être marre des anti-patterns, des choses un peu dégueulasses qu'on voyait parfois. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin? Est-ce qu'on n'a pas juste occulté les travers de ça, notamment l'uniformisation? Si toutes les apps implémentent le même design system avec les mêmes composants matériels design de Google, eh ben, on ne va plus avoir d'identité, on ne va plus avoir de... Allez, je vais balancer le mot d'humanité dans nos apps. Alors l'humanité, c'est compliqué à vendre à nos dirigeants. Donc deuxième coupable, c'est une photo, c'est une photo stock, mais c'est ce qu'on appelle le design by committee. Je ne sais pas si vous avez vécu ce moment. On rentre dans une salle de réunion, et là il y a des gens, des directeurs, en costume ou pas, peu importe. Et en fait, c'est des gens qui sont très loin du produit lui-même, parfois beaucoup plus proches en général des chiffres financiers que vraiment du côté plaisir qu'on peut avoir en utilisant des applications. Et encore une fois, raison, hein, c'est leur raison d'être. Mais en sortant d'ici, en général, on est plutôt frustré. Quand on est plutôt dans le delivery, la tech, le produit, c'est rare qu'on sort de ce genre de réunion avec la banane, quoi. C'est un constat que je fais. Donc le design by committee, et du coup, et alors, bon, tant que ça marche, a priori on bosse tous, on a des salaires, donc il y a des boîtes qui gagnent de l'argent, qui nous payent, donc tant que ça marche, tant mieux, non? Combien de temps ça va marcher en fait? Est-ce que vraiment aujourd'hui, d'ailleurs tout à l'heure il y a Greg qui fait un talk sur le marché du développeur aujourd'hui. Je ne vais pas vous le spoiler, mais globalement c'est plus ce qu'il était il y a quelques années, quoi. Rien n'est éternel. Les choses changent. Aujourd'hui, les apps fonctionnent. Combien de temps elles vont encore fonctionner, en tout cas de cette manière-là? On peut se poser la question. Tout à l'heure, on voyait qu'il y avait un infléchissement dans la courbe de téléchargement d'app. L'IA arrive assez rapidement avec un impact assez énorme, probablement. Bon, je pense que ça vaut le coup qu'on prenne quelques minutes, qu'on se pose la question et qu'on réfléchisse un petit peu à ça. A priori, l'IA ne va pas aider par rapport à ce problème-là, puisqu'elle ne fait que répéter ce qu'elle connaît déjà et s'entraîne avec des apps qu'elle voit et qui marchent. Donc ce n'est pas elle qui va casser l'homogénéisation des apps, au contraire. Elle va ne faire que l'amplifier. Alors j'ai voulu vous mettre un screenshot de V0 qui devait faire une application, mais ça a mis trop longtemps. Voilà. Du coup j'ai laissé tomber. Mais vous voyez le principe, et on n'est pas les seuls à se poser la question. En fait, beaucoup de gens, beaucoup plus d'ailleurs bizarrement dans le monde du design que dans la tech. Il y a ce sujet qui a beaucoup fait débat dans... alors là, c'est Fast Company, mais je crois que c'était dans The Verge initialement. Is design dead? Beaucoup de gens se posent la question. Par rapport à la qualité aussi, beaucoup de gens se posent la question. Là, en l'occurrence, c'est le CEO de Linear. Je vous mets les liens à la fin. C'est des articles hyper intéressants qui ont inspiré ce talk. Bon, donc voilà, on se pose la question, est-ce qu'on a des réponses? Est-ce qu'on peut un petit peu arriver avec des pistes de réflexion, enfin des pistes de début de réponse? Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu un iPhone ou la première fois que vous avez touché un iPhone? Qui se souvient de ce moment? Ouais, ça me fait plaisir parce que moi aussi, c'est vraiment un moment en septembre, on sait où on était à ce moment-là, voilà, le feeling que ça nous a fait. Et peut-être que ça vous a aussi inspiré pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Moi, je n'oublierai jamais ce moment. Et c'est un moment qui est intéressant parce qu'il aurait pu ne pas exister, en fait. C'est un moment... Alors, on aurait pu avoir d'autres smartphones, évidemment. C'était le sens de l'histoire. Mais ça n'aurait pas été l'iPhone tel qu'on le connaît aujourd'hui. On n'aurait peut-être pas été ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est un peu des moments... J'appelle moi les happy glitch. Enfin, je n'ai pas inventé le terme, mais voilà, c'est un moment qui est happy glitch. Un autre moment, pour continuer à parler d'Apple, ce mec que vous connaissez peut-être parce qu'il est malheureusement mort récemment, on en a parlé dans la presse. Bill Atkinson, il est connu, entre autres, il a fait énormément de choses dans les jeunes années d'Apple. Et entre autres, alors je ne sais pas si vous avez cette anecdote,
Il a travaillé sur quelque chose qui paraissait impossible avec les ordinateurs de l'époque, qui ne travaillait pas en float, qui travaillait que en integer. Il a créé un système pour afficher, display à l'écran, des cercles, des trucs arrondis, quoi. Juste des trucs arrondis. Et quand Steve Jobs a vu ça, il a fait, mais en fait, alors que lui, il était hyper fier d'avoir trouvé un système avec les paires de... Et Steve Jobs, il a fait, en fait, ton truc, c'est de la merde. Mais tu peux en faire un truc sympa, tu peux peut-être arrondir les fenêtres. Et aujourd'hui, on voit à quel point l'arrondi Apple est au cœur de tout le design, et encore aujourd'hui, avec la refonte, ils en font des tonnes là-dessus, comment ils travaillent l'arrondi, les angles, les machins. Tout est parti de là, en fait, cette espèce d'happy glitch, quoi, un mec qui travaillait dans son coin en side project et qui est sorti ce truc-là. Et je pense qu'on en a plein d'exemples tous en tête d'autres happy glitch qui sont arrivés dans l'histoire. J'en ai un deuxième aussi, c'est le bouton J'ai de la chance de Google, qui est utilisé par moins de 1% de gens, qui existe toujours. Je pensais qu'ils l'avaient supprimé, ils avaient essayé de le supprimer il y a quelques années, en fait ça avait fait un tollé. Et ils l'ont remis, et j'aime bien la description qu'on fait. Donc là, c'est une directrice de Google qui dit « Il est possible de devenir trop sérieux, trop axé sur l'argent, et vous savez ce que je trouve vraiment charmant dans Google et dans le jeu de la chance, c'est qu'il vous rappelle que les gens ici ont une personnalité, qu'ils ont des intérêts et qu'il y a de vraies personnes. » Et on parle quand même de Google, qui est quand même une boîte énormissime. C'est pas forcément la première des choses qui nous viendra à l'esprit si on devait parler de Google, mais elle, c'est ça qu'elle voit dans le bouton « J'ai de la chance », et je trouve ça assez intéressant. Je vous ai repris quelques-unes des premières applications moi, qui m'ont fait kiffer quand j'ai eu mon premier iPhone. Ça, c'était un petit jeu. Et j'ai encore le souvenir d'avoir mis le doigt sur le petit bonhomme là, pour les faire taper la petite forteresse et de me dire, mais c'est une tuerie ce truc, quoi. Je ne sais pas si vous l'aviez joué ce jeu, je ne sais même plus exactement comment il s'appelle. Celui-là, par contre, vous le connaissez forcément, Akinator. Pareil, la première fois qu'on a vu ce truc-là, on s'est dit, waouh, c'est quand même assez bluffant. Alors, il existait sur le web aussi, hein, mais bon, je l'ai quand même mis. Shazam, qui pour le coup, on l'oublie, mais c'était quand même incroyable la première fois, je sais pas, en 2009-2010 quand ils sont sortis. Un peu moins connu, je ne sais pas qui connaît cette application. Elle n'est pas restée longtemps sur le store. C'est une application qui s'appelait Paper et qui était absolument game changer dans l'UI, notamment la drag gesture là, que la personne fait. Et en fait, c'est une application qui avait été faite en interne chez Facebook, dans un truc qui n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, chaque développeur, même employé, je crois, de Facebook pouvait demander à tout moment d'avoir du temps pour travailler sur une sorte de side project R&D. Et quelques devs, d'ailleurs des anciens d'Apple, se sont réunis pour faire cette application et travailler dessus et la sortir. Alors, elle a été vite tuée. Par contre, il y a certaines mécaniques qui ont été réutilisées dans le Facebook encore d'aujourd'hui. Malheureusement, la mécanique, je crois, chez Meta n'existe plus pour avoir ces side projects R&D gratos quand on veut. Mais ça avait donné quand même des choses intéressantes. Plus récemment encore, quelques apps que j'aime bien. Il y a une entreprise qui s'appelle The Boring Company, qui porte bien son nom parce qu'elle fait des apps vraiment pas du tout boring. Et au contraire, ils arrivent à réinventer des apps complètement basiques du style météo, calculette, avec des choses magiques, quoi. On a envie juste de faire des calculs alors qu'on n'a rien à calculer, tellement que c'est kiffant à utiliser. C'est là où je pense que vous la connaissez tous. Donc c'est l'équipe de Zenly. Déjà Zenly qui était assez incroyable. Donc Amo avec Bump, entre autres, qui arrive à faire voilà, des UI complètement originales, étonnantes, où on a envie de continuer à utiliser pour découvrir ce qu'ils ont mis comme dinguerie dedans. C'est vraiment leur marque de fabrique. Et enfin, et de manière beaucoup plus traditionnelle, un business plus sage, on va dire, on a Opal. Alors, vous connaissez peut-être Opal qui a gagné, donc du coup, qui fait partie des finalistes des Apple Design Awards, et qui est une boîte, alors je crois qu'ils sont immatriculés aux States, mais en fait, elle est complètement parisienne, et qui a réussi à transformer une application chiante qui bloque en fait le temps d'utilisation de l'iPhone en un truc sympa qu'on a envie d'utiliser, avec notamment cette UI avec ces systèmes de pierre. Enfin, voilà, un truc assez unique. Et en vrai, une prise de risque, parce que ces développements-là ne sont pas gratuits, ça coûte énormément d'argent. C'est des vrais choix stratégiques qui sont faits dans l'entreprise. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais aujourd'hui, je suis CTO d'une startup. Et en fait, on sait bien chaque journée combien coûtent les développeurs. Et en fait, chaque choix coûte énormément d'argent. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça au hasard, où on lose day un soir dans la semaine, quoi. C'est des vraies prises de risque. Et à mon sens, ce n'est pas une prise de risque qui est inutile. J'ai trop vu dans les boîtes où je suis passé précédemment que la R&D c'était un truc qu'on faisait pour les geeks, pour leur faire plaisir un vendredi par trimestre pour qu'ils arrêtent de saouler le management, quoi. Et j'ai jamais compris cette approche. Et d'ailleurs, je pense que je suis pas le seul à pas l'avoir comprise, parce que c'est pas qu'une question de taille. Apple, quand ils ont sorti la semaine dernière leur Liquid Glass, en vrai, ils auraient pu ne pas le faire.
Et en fait, je pense que là, beaucoup de boîtes n'auraient pas sorti le Liquid Glass. Ils n'auraient pas pris ce risque. Ils n'auraient pas investi autant de temps pour créer ça. Le truc, il marchait déjà très bien. Ils auraient pu faire un petit lifting sympa, voilà, changer quelques petits trucs, quoi. Non, ils ont pris un risque énorme. Et d'ailleurs, on voit un peu le backlash. Ils s'y attendaient, tout ça. Les problématiques d'accessibilité et tout, ils les ont pas découvertes quand il y a un article dans la presse qui en a parlé. Évidemment qu'ils étaient conscients de ça. Ils ont quand même pris ce risque. Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la seule boîte, heureusement. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est possible. Et donc, du coup, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter un petit peu de suivre tout le temps des règles, des recettes? Pour moi, c'est le premier learning de cette réflexion que j'ai eue. C'est que nos apps souffrent autant d'un manque d'expertise que d'un trop-plein. On a trop tendance à regarder ce qui marche, et d'ailleurs dans le code c'est vrai aussi, les débats avec les architectures, CleanArchi, Hexagonal, etc. Parfois on se dit c'est peut-être trop, quoi. Il y a des principes qui sont intéressants, tirons-en le mieux, le meilleur, et essayons pas de l'appliquer pour tous les cas à la lettre. Et c'est une petite chanson qui commence à monter. Alors, vraiment, je pense qu'on commence de plus en plus à réfléchir un peu comme ça. Notamment récemment, il y a peut-être 2 semaines, Figma a sorti cette petite vidéo que ça m'a bluffé quand même. Bon, je l'ai pas mis la vidéo, mais j'ai juste un peu tiré une phrase. La nana, donc, qui dit Design can be imaginative, expressive, it doesn't have to be clean and flat. Et elle a raison. Elle a raison, on le fait juste par commodité aujourd'hui, par habitude, par usage, par habitude. Ça ne me choque même plus aujourd'hui. Mais ce n'est pas une obligation du tout. Et au contraire, j'ai presque envie de dire que quand Apple fait un truc différent, ça choque beaucoup de gens apparemment. Et on n'est pas les premiers à se poser ce genre de questions. Dans le design des années 50-60, en Italie, il y avait déjà ce genre de débat. Et il y a des mecs qui sont venus avec un concept de anti-design, où ils ont inventé un design sans règles, mais bon, du coup, qui avait ses règles aussi, j'imagine. Voilà, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Il y a des possibilités, il y a des solutions. Il faut qu'on les trouve. Il y a un autre mec, alors je ne le connaissais pas, c'est un talk TED qui a dit un truc. Enfin, le talk est hyper intéressant. Je vous invite à l'écouter. Ça ne dure pas longtemps, c'est un quart d'heure. Et surtout, j'en retiens le design should be about the 5 senses. Et ça me fait arriver à ma dernière partie, qui est est-ce qu'on va vers un nouvel espoir avec l'IA? L'avènement des nouvelles interfaces. On disait tout à l'heure, est-ce qu'on n'arrive pas à un plafonnement de ce qu'on peut faire sur smartphone? Alors déjà, est-ce qu'avec l'IA, on ne peut pas déjà améliorer l'existant? Évidemment que si. Je pense qu'on s'est tous posé la question. La personnalisation, adapter le contenu, les flows à chaque utilisateur. L'UX prédictive, réfléchir à quelle est la next step pour l'engagement, pour maximiser les chances d'engagement. L'automatisation, évidemment, déjà, bon, pour générer le design, pourquoi pas, mais aussi pour les tester, pour faire des checks d'accessibilité. D'ailleurs, c'est mon autre sujet, l'accessibilité. Pour ajouter une petite touche de design émotionnel. Et enfin, peut-être la plus prometteuse, pour aller au-delà de l'interface tactile classique, avec évidemment l'audio. Je pense que c'est une question qu'on se pose beaucoup. Et d'ailleurs, pas que l'audio, parce que je vois aujourd'hui l'intégration qu'on fait des chatbots. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout le monde a exactement la même intégration de chatbot, qui est en fait un chat entre deux humains. C'est-à-dire qu'entre ça et WhatsApp, a priori, il n'y a pas beaucoup de différence. Est-ce qu'en face, c'est un humain? A priori, non, parce que c'est une IA. Est-ce que du coup, on doit avoir exactement la même interface que sur WhatsApp? Je ne vois pas pourquoi, en fait. Je pense que ça a été fait parce que cette interface-là existe, elle marche, on l'utilise. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres qui marcheraient. Et donc, par rapport à ce sujet, toujours pour revenir sur la DubDub de la semaine dernière, donc il y a eu Liquid Glass, mais il y a aussi eu, on en a beaucoup parlé aujourd'hui d'ailleurs, les Foundation Models, donc les modèles d'IA qui s'exécutent en local et qui sont fournis par l'OS. Alors ça fait vraiment toute la diff parce que du coup, l'application n'a pas embarqué ses propres modèles qui sont en général très lourds. Et on peut imaginer qu'ils sont quand même optimisés au mieux du possible. Et donc c'est peut-être la porte ouverte pour une première intégration de l'IA low cost dans nos apps sur de la personnalisation qu'on n'aurait peut-être pas voulu investir côté back-end ou en complément du back-end pour des questions de performance, de privacy ou juste en backup. Du coup, après tout ce que je viens de vous dire, je ne vais quand même pas vous proposer de nouvelles métriques. En fait, si, évidemment. Je vous propose un nouveau framework, parce que du coup, j'aime beaucoup me contredire dans ce que je dis. Et donc, un framework, on commencerait par un critère, donc c'est un framework négatif. Donc, tous ces critères-là, essayez de noter les applications que vous connaissez, si vous travaillez, etc., en point négatif. Plus ça monte, moins c'est bien.
Le conformisme, est-ce que l'app est conformiste? Est-ce qu'on l'a déjà vu? Est-ce qu'elle suit toutes les règles, les best practices à la lettre et qu'il n'y a aucune innovation? Est-ce qu'elle propose rien de nouveau et de stimulant? Est-ce qu'elle est dans l'apathie, c'est-à-dire qu'elle évolue très peu? Est-ce que elle est sur la traîne de Citymapper et Spotify? Pardon, j'ai confondu. Apathie, c'est encore autre chose. Ah oui, pardon, apathie, c'est le manque de passion, de raison d'être. La stagnation, du coup, qu'elle ne progresse plus. L'homogénéité, voilà, qu'elle est comme toutes les autres. Et du coup, on a un petit framework de crash, la parfaite définition d'un crash. Et du coup, par rapport à ça, la prochaine fois qu'on vous demandera de faire une app crash-free, vous saurez quoi faire. Et je finis sur une situation de Ed Catmull, le CEO de Pixar, qui dit « Quality is the best business plan ». J'y crois vachement et voilà, j'espère que vous aussi, un petit peu plus maintenant. Merci. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions, parce que j'ai un peu dépassé le temps. On prend une question. Yes. Et du coup, les liens. Merci, c'était passionnant. Franchement, ça m'a bluffé. Tu fais un parallèle à un moment entre le design de nos applis, le design au général, un peu la mode, tout ça. Et on sait que la mode, c'est des cycles. Et moi, je pensais qu'avec la DubDub, ils allaient annoncer quelque chose qui allait être plus proche des premiers iOS plutôt que quelque chose comme ils ont fait maintenant. Est-ce que tu penses qu'on va y revenir à terme, à quelque chose qui, du coup, aura plus d'identité, avoir quelque chose qui caricature un peu plus le réel, qui essaie de le mimiquer dans nos applications? C'est déjà un peu le cas, non? Parce que comme tu dis, en fait, donc, au départ, on était sur le design skeuomorphique, donc qui essaie de mimer la réalité, comme tu dis. Et pour des raisons simples, c'est qu'on découvrait les apps, donc il fallait se rapprocher, se relier à de l'existant. Une fois que les gens se sont habitués, on est passé tous, pas que Apple, sur le flat. Le flat, ça a fait son temps aujourd'hui. Le liquid glass, d'ailleurs même le nom, hein, c'est du matériel, c'est quelque chose qui est plus organique. C'est peut-être aussi une certaine manière de réinventer le passé. Moi, je vois ça un peu comme... Il y a eu une trend qui n'a pas beaucoup décollé qui s'appelait le neumorphisme, qui était déjà sur des effets un peu de gradient de 3D. Bon, c'est une autre façon de voir ça, donc c'est peut-être aussi un cycle qui revient. Ouais. Mais après, j'en sais pas plus. Hein, ouais. Oui, c'est un peu shot in the dark. Ouais. Ça s'arrête là, c'est la pause. Yes, merci à vous.